Bien, alors déplaçons la focale vers la discipline, historique et sa régénération par, la sociologie, la science, de la société, avec la communication de Florence, Hulac, professeure de sciences politiques à l'université, Paris 8, dont le titre, s'intitule «La réforme sociologique de l'histoire par le dedans», selon Marc Bloch. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais partir d'un paradoxe. Alors que Marc Bloch est désormais considéré comme le père de l'anthropologie historique, et que l'importance de son dialogue avec la sociologie durkheimienne est largement reconnue, on a longtemps considéré qu'il pratiquait une forme d'histoire plus traditionnelle, et donc moins proche des sciences sociales, que celle de son collègue et co-directeur des Annales, Lucien Febvre. Même dans la préface que donne Georges Duby de l'Apologie pour l'histoire en 1974, et qui aurait dû, selon les usages de la préface, mettre surtout en valeur l'apport de Marc Bloch, Duby éprouve le besoin de décrire l'Apologie comme un texte vieilli, qui déçoit, et de placer Marc Bloch dans l'ombre de son collègue. Alors je cite, la soif de Lucien Febvre de tout connaître et de se l'approprier, afin de distribuer ensuite avec plus de magnificence encore, le faisant guetter de loin parmi les sciences humaines les moindres percées d'innovation qui pouvaient servir l'histoire, s'opposerait à l'attitude réservée de Marc Bloch, dont je cite encore, les écrits achevés nous semblent maintenant trop précieux, trop monotones dans le précieux. Pourtant, les biographies historiques de Lucien Febvre ont bien moins résisté à l'épreuve du temps que les travaux socio-anthropologiques de Bloch. Alors comment comprendre ce malentendu? Alors je ne m'arrêterai pas ici sur les facteurs institutionnels et biographiques qui contribuent à en rendre raison. On pourrait tout simplement rappeler que c'est Febvre et non Bloch qui a formé la génération suivante, puisqu'il est le seul à être vivant après la guerre. Mais je voudrais m'intéresser ici à une raison proprement intellectuelle, qui peut expliquer la difficulté qu'il y a eu à percevoir la nouveauté du travail de Bloch. Et elle renvoie au type d'engagement de Marc Bloch dans les sciences sociales, qui est précisément le sujet dont je dois parler aujourd'hui. Febvre est un chef d'école et un polémiste, qui ne cesse de se situer avec fracas de le champ des sciences humaines de son temps, en ferraillant contre ses adversaires et en revendiquant des alliances stratégiques. A l'inverse, Bloch a fait des sciences sociales l'instrument d'une réforme de l'histoire qui est si bien intégrée à la démarche historienne qu'elle en devient paradoxalement invisible, ou du moins plus difficilement visible. En effet, elle ne passe pas par la multiplication de marques extérieures, telles citations ou déclarations d'intention, mais par une transformation en profondeur de la démarche historique. Dans une lettre à Henri Baird de 1928, Bloch écrit « La grande erreur, à mon sens, des sociologues a été de vouloir constituer leur science à côté et au-dessus de l'histoire, au lieu de réformer celle-ci par le dedans. » Alors il semble que c'est cette réforme de l'histoire par le dedans, que Bloch juge manquée par les sociologues, qu'il a voulu entreprendre. Et cette réforme par le dedans, je propose ici d'en faire une analyse qui sera également par le dedans, en analysant la démarche adoptée par Marc Bloch dans la société féodale, plutôt que ses liens personnels avec des sociologues. Je suis philosophe de formation, j'espère que vous me pardonnerez ce biais disciplinaire pour l'approche qui m'amène à préférer l'approche interne. Alors, avant de le montrer, je voudrais citer un autre jugement des années 1970 sur l'œuvre de Bloch et son rapport aux sciences sociales, qui nous paraît aussi tout aussi surprenant aujourd'hui. Paul Venn, dans Comment on écrit l'histoire, critique l'attrait des historiens de son temps pour les sciences humaines et soutient que la valeur de l'histoire ne réside pas dans la théorie ou les idées, mais dans la narration et la description des événements. Or, cette thèse, bien connue, on se souvient rarement que ça l'amène à défendre l'œuvre de Marc Bloch, étonnamment, alors qu'il s'agit de montrer l'intérêt d'une histoire qui ne soit pas issue des sciences sociales. Et il présente la société féodale comme le meilleur des livres d'histoire. Alors, je vous cite Comment on écrit l'histoire. La beauté de la société féodale vient de ce que ce livre fait voir. Une société avec ses types humains, ses habitudes, ses contraintes, dans son originalité la plus irréductible et la plus quotidienne en même temps. Le naturel de ce tableau, que n'offusque aucune abstraction, peu de livres sont moins abstraits, et ce qui nous abuse. Comme Bloch fait tout comprendre, il nous semble qu'il l'explique plus puissamment que les autres. Alors, le jugement de Venn nous aide à comprendre pourquoi l'engagement de Marc Bloch dans les sciences sociales de son temps a été longtemps mal perçu. On associe souvent l'histoire nourrie des sciences sociales à une histoire mobilisant des concepts abstraits ou s'efforçant de monter en généralité. Or, la réforme sociologique opérée par Bloch s'est faite de l'intérieur de la démarche historienne, sans donc qu'il soit nécessaire d'apporter un arsenal qui apparaisse comme ça, extérieur et lourd.
Or, Venn reste en partie aveugle aux raisons qui ont permis à Bloch d'écrire un tel livre. Hein, si ce livre fait voir, ce n'est pas en vertu d'une habileté littéraire à raconter ou à peindre les individus et les lieux. Hein, on a au contraire reproché à ce livre, et notamment Lucien Febvre, son style plus analytique que descriptif. Alors, je reprends la phrase de Venn. Comme Bloch fait tout comprendre, il nous semble qu'il explique plus puissamment que les autres. Hein, donc, ce qui le frappe, c'est ce caractère inséparable de l'explication et de la compréhension. Or, il se trouve que l'impossibilité de séparer la compréhension et l'explication, c'est ce qui définit la sociologie selon Max Weber. Parce que cette science a pour objet des comportements humains obéissant à des raisons d'agir, souligne-t-il, elle ne peut expliquer qu'en l'interprétant, hein, par opposition au mode d'explication mécanique propre à sa nature. La réforme sociologique de l'histoire telle que Bloch l'a pensée, hein, c'est précisément la mise en place d'une telle forme d'explication qui est aussi interprétation, hein, même si ce n'est pas sur un mode weberien. Donc c'est ce que je voudrais montrer en m'intéressant à la société féodale, qui représente l'aboutissement de cette réforme sociologique de l'histoire. Et donc je laisserai de côté le rapport de Max Bloch à l'anthropologie, hein, parce que ça serait d'autres textes, hein, et ça serait une autre intervention. Dans un premier temps, je voudrais montrer comment cette réforme sociologique de l'histoire, par le dedans, lui permettre de proposer une compréhension synthétique de la société féodale. Et dans un deuxième moment, je voudrais montrer pourquoi cette démarche ne se confond pas avec une forme d'histoire totalisante ou englobante, hein, qu'elle permet au contraire d'être attentive aux singularités et à la pluralité des temporalités. Donc, d'abord, cette démarche synthétique, ce qu'il appelle faire l'histoire d'une tonalité sociale. De nombreux historiens, et entre autres Lucien Febvre et Paul Venn, que j'ai déjà évoqué, se sont méfiés de ce qu'ils fustigent comme l'abstraction inhérente de l'explication sociologique. Et donc, par opposition à cette abstraction sociologique, ils défendent une histoire qui serait plus descriptive ou interprétative, hein, plus soucieuse de restituer la singularité des phénomènes historiques. Mais Bloch, dans l'apologie pour l'histoire, est très clair. Hein, il défend l'idée que l'histoire n'est pas une science interprétative, mais, comme la sociologie et comme les autres sciences, une science d'observation, hein, observation de traces du passé. Or, cette observation permet ensuite la comparaison. On peut comparer ces traces. Et la comparaison permet l'explication. Donc, Marc Bloch assume, hein, la dimension explicative de l'histoire. Dans la société féodale, hein, il soutient par exemple, hein, que la thèse selon laquelle les liens féodaux se sont développés en Europe parce que les liens familiaux ne protégeaient pas suffisamment les individus. En effet, le système de la double filiation, hein, qui prévalait ne permettait pas la constitution de clans familiaux vraiment bien définis. Et donc, il justifie cette thèse en effectuant une comparaison des systèmes de parenté en Europe. Et elle permet de montrer que dans les régions où dominait la filiation par le père, la féodalité ne s'est pas imposée. Hein, donc il compare des phénomènes de même genre pour effectuer ce qu'il appelle une expérience décisive qui permet de formuler des hypothèses causales. Alors cette démarche, elle est clairement inspirée de la sociologie durkheimienne, hein, qui affirme aussi que la comparaison est le seul substitut possible de l'expérimentation dans les sciences sociales, et qui parle de la comparaison comme une forme d'expérimentation indirecte. Donc on retrouve ce même vocabulaire de l'expérience ou de l'expérimentation. Par ailleurs, hein, lorsqu'il s'agit d'expliquer les causes fondamentales du changement historique, la société féodale emprunte aussi une voie durkheimienne, hein, puisque les causes majeures des transformations sociales résident pour Durkheim dans les transformations de ce qu'il appelle la morphologie sociale, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la population, donc le nombre d'individus, et de la densité sociale, donc les moyens de communication. Hein, les transformations de la morphologie sociale provoquent des transformations d'intensification de la vie sociale, hein, et donc produisent une force collective qui transforme les individus. Dans la société féodale, Marc Bloch reprend le même cadre. Hein, il montre que l'augmentation du volume et la densité sociale suscite au cours de la période féodale un nouvel essor des échanges, ainsi qu'une circulation monétaire accrue. Et cette évolution morphologique entraîne le développement de la classe marchande et le renforcement du pouvoir central, qui sont précisément les deux phénomènes auxquels il associe la disparition de la féodalité. Et donc il accorde à la morphologie sociale une fonction explicative déterminante. Bien, alors si on s'arrête là, vous vous demandez peut-être en quoi est-ce que c'est pas du coup justement un livre un peu abstrait, schématique. Comment est-ce que Venn peut dire que peu de livres sont moins abstraits? En fait, donc pour le comprendre, il faut aller plus loin. Le livre n'étudie pas le type social abstrait de la féodalité. Il s'efforce de décrire la façon dont elle s'est concrètement développée en Europe, sous des formes plurielles et pas forcément cohérentes entre elles. Et en faisant cela, il ne renonce pas à son engagement sociologique. Il est vrai que Durkheim
Et François Simian accordait peu d'intérêt au travail descriptif des historiens et voulait substituer à l'histoire une forme de sociologie dynamique étudiant des types sociaux plutôt que des sociétés concrètes. C'est précisément ce que Bloch leur reproche lorsqu'il dit que les sociologues ont voulu consulter leur science à côté de l'histoire, plutôt que la réformer par le dedans. Mais pour effectuer cette réforme de l'histoire, Bloch peut compter sur d'autres alliés parmi les Durkheimiens de sa génération, tels Georges Davy, Marcel Granet, Marcel Mauss et surtout Maurice Halbach. Ces derniers se sont efforcés de prendre en compte les critiques que les historiens formulent à l'égard de l'abstraction sociologique, et ils entendent montrer comment une perspective d'ascendance durkheimienne peut permettre de rejoindre l'étude des phénomènes historiques les plus singuliers, comme de comprendre l'expérience des individus. Et c'est précisément ce que veut faire Bloch. Alors, Bloch nous dit que dans la société féodale, il entend faire l'histoire d'une structure sociale avec ses liaisons. Il ne s'agit pas d'étudier un type social abstrait, applicable à des contextes variés. Dans la conclusion du livre, il suggère une comparaison possible entre les féodalités européennes et japonaises, mais c'est vraiment une esquisse. Pour lui, il reste très prudent sur ce point, c'est pas ça qui l'intéresse. Son véritable objet, c'est la féodalité européenne. Et donc, si l'ouvrage accorde une large part à la comparaison, c'est pour l'essentiel des comparaisons effectuées au sein même des sociétés féodales. Ce n'est pas une comparaison qui sort du contexte historique. Sa démarche est toujours fidèle au programme qu'il avait esquissé en 1928, dans le célèbre texte pour une histoire comparée des sociétés européennes. Il soutient que les comparaisons vraiment fécondes confrontent ce qu'il appelle des sociétés synchrones, c'est-à-dire situées dans le même espace et issues de traditions communes, dont les sociétés européennes représentent pour lui l'exemple type. De plus, l'usage de la méthode comparative vise essentiellement l'usage le plus courant, c'est toujours pour établir l'originalité de chaque contexte, plutôt que l'existence de causes communes. Par exemple, quand il compare le processus de dégradation de la féodalité dans plusieurs pays européens, il ne s'agit pas de dégager une règle commune, mais plutôt de montrer comment les traditions politiques et sociales spécifiques ont produit des évolutions distinctes. Bloch adopte ici une démarche qui évoque beaucoup plus l'essai sur le don de Mauss que les ouvrages de Durkheim. Il appréhende la société féodale à partir de quoi? À partir du type de rapport personnel qui le caractérise. Le centre de l'analyse, c'est l'idée que pour comprendre une structure sociale, il faut comprendre le type de rapport humain qui est en son centre. Et ce rapport, c'est le type de rapport pour la féodalité qui s'institue entre un seigneur et l'homme qui se soumet à lui, qu'il s'agisse en échange de la protection, qu'il s'agisse de rapports libres, c'est-à-dire vassaliques, ou contraints, c'est-à-dire serviles. Et donc, ces rapports de soumission-protection confèrent, pour Bloch, sa tonalité sociale spécifique à l'époque féodale. Il nous dit, à partir de cette tonalité, on peut comprendre des phénomènes de nature extrêmement différente. On peut bien sûr comprendre les institutions judiciaires qui vont reproduire la chaîne hiérarchique des hommages. Le système économique, puisque ce lien de subordination implique pour un serf l'obligation de travailler sur la terre de son seigneur et pour un chevalier de recevoir une terre en fief. Ces liens structurent également le lignage en partie, puisqu'un serf a pour l'obligation d'épouser un serf soumis au même seigneur. Donc ça permet de déployer des aspects pluriels de la société. En outre, cette tonalité sociale, même si elle imprime sa marque aux institutions, elle n'est pas directement déductible des institutions, parce que les institutions, notamment le droit, a une grande force d'inertie, nous dit Marc Bloch. Donc on ne peut pas déduire le social de l'institutionnel. Il montre ainsi que le droit féodal a continué pendant longtemps de distinguer les descendants d'esclaves et les descendants d'affranchis, parce que ça correspondait à l'ancien mode de fonctionnement social, alors que, à l'époque féodale, leurs conditions sociales tendent à se reprocher, alors que la conception proprement féodale de la liberté tend à s'imposer. Quand l'idée de liberté prend une tonalité sociale féodale, s'impose l'idée que est privé de liberté celui qui est héréditairement attaché à un seigneur, même s'il peut posséder un patrimoine, à la différence des esclaves antiques. Mais par ailleurs, donc si la tonalité sociale permet de lire ensemble de façon synthétique des phénomènes extrêmement différents, Marc Bloch s'attache très longuement à montrer que, au-delà de ces traces de formes sociales antérieures, il existe évidemment à l'époque féodale d'autres types de liens humains.
Il va souligner le fait que le lignage, l'Église ou les communes bourgeoises proposent d'autres modes de relations humaines que ce rapport d'homme à seigneur. Toutefois, même si les rapports humains ne se réduisent évidemment pas à ces rapports féodaux, cette tonalité féodale est ce qui permet de mieux spécifier l'époque. Il montre comment de nombreuses institutions préexistantes vont prendre une coloration proprement féodale et qu'elles vont perdre à la fin de la période. Donc, toutes les institutions ne sont pas transformées, mais une coloration est donnée. On nous dit par exemple, la seigneurie, elle est à la fois évidemment antérieure et postérieure à la période féodale. Mais sa tonalité cesse d'être féodale lorsque le rapport foncier prend le pas sur le rapport personnel, la dimension économique sur le rapport de protection. La royauté est évidemment antérieure et postérieure à la féodalité. Mais elle prend une tonalité ou une coloration proprement féodale lorsque le roi est conçu comme le seigneur des seigneurs, comme le plus haut situé dans la chaîne des hommages. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cette tonalité sociale ne renvoie pas à un principe abstrait d'analyse, mais à un mode de relation personnelle. Les féodaux, nous dit Marc Bloch, se conçoivent eux-mêmes comme étant l'homme d'un seigneur et éventuellement le seigneur d'autres hommes. Et donc la féodalité correspond à ce qu'il appelle aussi une atmosphère mentale, c'est-à-dire un mode d'existence qui déborde très largement ses formes instituées et ses formes juridiques. Ce qui fait écho à ce que Marcel Mauss appelait l'atmosphère du don. Donc, Marc Bloch va souligner par exemple que l'amour courtois transpose le modèle du rapport féodal au rapport amoureux. Et il souligne quand même la croyance religieuse, qui est évidemment en large partie indépendante, mais elle tend quand même à être, sur certains pans, à être repensée sur un mode féodal, lorsque Dieu va être conçu comme le seigneur de tous les hommes. Bloch remarque que la position de prière les mains jointes qui s'impose à cette période reproduit le geste du rite vassalique, et que pour dire par exemple se donner au diable, on dit alors se faire le vassal du diable. Et donc centrer l'étude de la société féodale sur ce mode spécifique de rapport interpersonnel ne permet pas seulement de reconstituer un rapport objectif entre les institutions. Il doit permettre de rendre compte de l'expérience humaine dans sa dimension subjective, et notamment telle qu'elle apparaît dans les sources narratives. C'est ce qui fait que cette forme d'explication par la tonalité sociale est aussi et indissociablement une forme d'interprétation ou de compréhension. Bien, alors j'en viens à mon deuxième point qui sera plus court. On pourrait se demander si cette synthèse sociologique de la matière historique ne présente pas un défaut majeur, propre à la sociologie classique comme à la philosophie de l'histoire, qui serait de prétendre unifier la complexité de la réalité historique derrière l'idée qu'il y aurait un principe unique. Au lieu de prendre en compte la diversité des phénomènes historiques, Bloch aurait succombé à la croyance illusoire en la cohérence interne d'une époque. Il me semble que cette critique ne tient pas. La force et l'originalité de cette synthèse tient précisément à ce qu'elle permet de ne pas aboutir à une conception englobante de la féodalité. C'est ce que je voudrais montrer. Tout d'abord, l'analyse de cette tonalité sociale, elle est toujours conjuguée à l'étude de la spécificité historique de chacune des sociétés qui composent l'espace féodal. Ce qui n'est pas du tout contradictoire avec la reconnaissance de leur structure sociale commune. Alors pour prendre un exemple, Marc Bloch établit que l'invention anglaise d'une distinction entre deux classes juridiques d'hommes, l'une libre et soumise au roi, l'autre servile soumise à un seigneur, constitue un élément original de la société anglaise qui résulte de la coexistence de la justice seigneuriale avec une justice royale très puissante, ce qui n'était pas le cas dans beaucoup d'autres pays, notamment en France, plus puissante qu'ailleurs. Pourtant, les idées mises en œuvre par les juristes anglais, donc je cite, appartenaient au patrimoine commun de l'Europe féodale. Le cas anglais atteste que certaines idées forces, en se cristallisant sous l'action d'un milieu donné, peuvent aboutir à la création d'un système juridique tout à fait original, alors qu'ailleurs, les conditions ambiantes les condamnaient à un état en quelque sorte perpétuellement embryonnaire. Donc, il y aurait les mêmes représentations collectives, mais qui, en fonction de l'histoire propre de chaque société, vont aboutir à la création d'institutions ou de pratiques originales. Par ailleurs, et c'est même plus important encore, Marc Bloch n'hésite pas du tout à mettre en évidence les nombreuses limites qui affectent l'existence de cette tonalité. Il n'a de cesse de montrer qu'en fait, qu'elle est perpétuellement bornée. Il souligne notamment que l'extension progressive de la vassalité
et paradoxalement, elle est de pair avec son affaiblissement, dans la mesure où la multiplication des liens impliquait leur dépersonnalisation, qui deviennent alors de plus en plus instrumentaux, de plus en plus prompts à être défaits ou multipliés. Les hommages furent prêtés par des personnes très éloignées et de nombreux chevaliers sont devenus l'homme de plusieurs seigneurs, en contradiction avec le principe de la logique principielle de la féodalité. Et donc, Bloch présente l'hommage de Lige comme une sorte d'hommage qui est une sorte d'hommage supérieur, comme une tentative, mais condamnée à l'échec, pour tenter de rétablir une hiérarchie entre les différents hommages, pour préserver le mode d'organisation proprement féodal. Et donc, pour finir, lorsqu'il s'interroge sur la force véritable qu'a constitué ce ciment social féodal dans les actions et dans les cœurs, il conclut que cette force fut finalement faible. Donc il est loin du tout d'imaginer une société fonctionnant de façon cohérente à partir de ce principe. Pour cette raison, l'étude qu'il propose de l'atmosphère mentale féodale n'a pas du tout pour vocation à fournir une description illusoirement unifiée de la psychologie des féodaux. Il ne dit pas voilà comment pensaient les féodaux. Bloch, de toute façon, souligne que l'on ne peut jamais espérer accéder à la pensée et à la sensibilité des individus d'une époque, parce que tous les groupes sociaux n'ont pas la possibilité, une possibilité égale, de laisser des traces écrites, et parce que les documents obéissent à des contraintes sociales, culturelles et rhétoriques spécifiques, qui ne permettent pas de les envisager comme l'expression des pensées même du groupe restreint qui les a produits. Les documents féodaux, rédigés par les seuls clercs et en latin, nous offrent une forme particulièrement exacerbée de cette difficulté que rencontrent les historiens et historiennes travaillant sur toutes les époques. Alors cette thèse peut nous paraître aujourd'hui assez banale, évidemment l'idée qu'on ne peut pas déduire directement des traces ou des témoignages la pensée des individus de l'époque, mais il faut se rappeler qu'à la même époque, Lucien Febvre entendait étudier les façons de penser des hommes du XVIe siècle à partir des œuvres de Rabelais ou de Marguerite de Navarre. Donc chez Bloch, l'étude de l'atmosphère mentale féodale ne nous conduit pas à une entité psychologique unifiée qui serait la mentalité ou la sensibilité féodale. Elle permet de dégager un principe de structuration de la pensée des individus de l'époque, mais qui coexiste avec d'autres, et dont les effets sur les pensées individuelles ne peuvent pas être simplement déduits des traces qui nous en restent. On peut dès lors observer la parenté de la démarche blochienne avec celle de la sociologie qui lui est contemporaine, tout en soulignant ce qui les sépare. Bloch décrit une société complexe, évoluant dans le temps et constituée de traces multiples de son passé, qui ne possède jamais l'unité d'un modèle sociologique. En fait, on peut même dire que finalement, dans le livre, la société féodale n'apparaît jamais adéquate à son concept, parce que le livre est divisé en deux parties. Un premier tome qui est consacré à la formation des liens féodaux à partir des héritages latins et germaniques, et un second tome qui propose l'analyse de ce qui, dans la société féodale, contient déjà les germes de sa destruction, c'est-à-dire le développement de la division en classes, l'essor de la bourgeoisie, et l'affermissement du pouvoir royal par son emprise territoriale et financière. Donc en fait, on a une première partie de formation des liens et une partie de dégradation des liens. Et on n'a jamais le moment fonctionnaliste où on aurait une description d'une société fonctionnant de façon parfaitement cohérente. On ne voit jamais ce moment arriver. C'est toujours, la société est toujours décalée par rapport à son concept. Ainsi, la conjugaison de l'ambition synthétique de l'ouvrage avec l'attention à ce que l'on peut appeler les décalages historiques permet à Bloch d'échapper à l'alternative entre une histoire totalisante, englobante, et ce que François Doss avait appelé l'histoire en miettes. Si le rapport entre homme et seigneur et les valeurs qui lui correspondent constitue le principe de synthèse de la description de la féodalité, Bloch s'attache tout autant à montrer les multiples décalages qui subsistent entre les valeurs féodales et les croyances effectives des individus, comme entre l'organisation féodale de la société et les subsistances de principes d'organisation plus anciens, ainsi que l'émergence de nouveaux. Il s'intéresse en ce sens tout particulièrement à l'essor d'une classe bourgeoise dans les villes, dont ni les valeurs ni les modes de vie et d'organisation sont conformes à la logique féodale. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'inversion synthétique de l'ouvrage et la reconnaissance de ces décalages qui caractérisent la société féodale. Parce que la tonalité sociale renvoie à un mode d'organisation sociale et aux valeurs qui dominent dans une société, mais en aucun cas aux seuls qui y sont présents. De la même façon, il considère qu'on peut identifier des valeurs et des pratiques obéissant à une logique féodale dans les sociétés ultérieures, mais elles échouent alors à, je cite, s'unir en un système bien lié et à imposer à la structure sociale tout entière leur tonalité. C'est ce double mouvement vers l'étude de la tonalité sociale d'un côté et vers celle des décalages de l'autre
qui permet au livre d'offrir tout à la fois de la féodalité, une explication rigoureuse et une description détaillée, c'est-à-dire une forme singulière de compréhension et d'explication historique. Or, ce mode de synthèse historique, qui ne prend pas la forme d'un tableau cohérent et englobant, mais d'un va-et-vient perpétuel entre la mise en lumière d'une logique sociale dominante et tout ce qui vient en limiter la portée, était profondément original. Il a pour cette raison été difficile à comprendre en histoire. Même Lucien Febvre, dans la recension qu'il donne de la société féodale, cette recension est en fait assez négative et elle témoigne d'une réelle incompréhension de la démarche de son collègue. Febvre écrit « Pris un à un, les paragraphes de livre me plaisent, m'intéressent, me retiennent parfois longtemps, m'apprennent je ne sais combien de choses neuves ou fines, mais dans son ensemble. » Donc en fait, la critique est en fait extrêmement sévère puisque il réduit en fait le livre à cette fameuse histoire érudite qu'il a tellement critiquée, en nous disant que le livre n'a pas de perspective globale. Pourtant, cette perspective globale est assez évidente, mais parce que c'est ce mouvement de va-et-vient entre la mise en évidence de la tonalité commune et du décalage qui borne leur extension, Febvre ne perçoit pas cette dimension synthétique, parce que la façon dont lui-même perçoit et pratique la synthèse historique est extrêmement différente. Chez Bloch, chez Febvre, c'est la psychologie historique qui va unifier la connaissance d'une époque. Or, si Marc Bloch est désormais unanimement célébré, et si cet épisode de panthéonisation est l'acmé de cette célébration, je ne suis pas sûre qu'on ait pour autant entièrement pris la mesure de ce qu'il a apporté à l'histoire, parce que son engagement dans les sciences sociales était profondément original et n'a en réalité pas eu tant de successeurs que ça. Quand les historiens de la génération suivante, et notamment Fernand Braudel, rebâtiront une forme d'histoire sociale, ce sera sur un tout autre modèle.